Bienvenue au Eric Zone Podcast. Je suis en présence de Jean Bédard, chercheur en géologie à la Commission géologique du Canada. Oh, this is weird. Oui, hein? Ben, ça me prend du temps à s'habituer, mais c'est... I'm not me. You're omniscient. Fait que dans le fond, quand tu observes ton environnement, toi, c'est une fresque constamment. Je veux dire, tu as développé une vision de la vie qui est complètement différente des autres personnes. C'est comme du mortel. C'est comme quelqu'un qui n'est pas capable de lire. Pour lui, tous les livres sont pareils. Ouais. Moi, je me promène, puis je regarde le paysage, puis pas toujours, parce que je dans ma spécialité, tu reconnais des choses. Donc, c'est comme être capable de déchiffrer un langage que les autres connaissent pas. On dit souvent que reconnaître des roches, c'est comme reconnaître des gens. C'est des particularités différentes. Je pourrais te décrire à des gens et dire, ben Eric, il va être dans la foule. Puis, essayer de le trouver. Essayer de le trouver. Where's Waldo? Ouais. Mais je te montre une photo, puis je leur montre une photo de toi, ils vont te trouver dans 5 minutes. OK. Parce que c'est du pattern recognition. Ouais. Puis, tu sais, on amène les étudiants sur le terrain, on leur montre les roches. C'est ça, un grès. Ça a l'air de ça. OK. Parce que si tu l'as pas vu, ben, tu peux pas le reconnaître. Il faut vraiment que tu le vois. Là. Fait que c'est très visuel. C'est très pratique, oui. Parce que c'est pas juste non plus à grande échelle pour observer un flanc de montagne, c'est aussi vraiment précis avec les minéraux. Puis, oui, mais des fois, on comprend pas ce qu'on regarde. Hein. On voit, c'est pas pareil. Puis c'est quoi ça? Il y a comme des motons. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Puis on prend des échantillons, on fait des lames minces, on fait des tranches, on envoie la lumière à travers, la lumière polarisée. Je vais montrer beaucoup d'images de ça. Puis on est capable de dire, ah, mais c'est ça. Alors que tu le regardes, je suis pas sûr. C'est Sir Alfred Harker qui a inventé ça. Le principe d'analyse ou... Le microscope pétrographique. Le secret, c'est que tu envoies de la lumière polarisée, puis tu mets un deuxième polarisateur perpendiculaire, puis là, tu vois directement la distorsion de la lumière par la structure cristalline. Donc, puis les cristaux, il y a une infinité de travail à faire sur la cristallographie aussi. Tous les systèmes cristallins, puis quel élément fait quoi. Tu sais, comme le diamant. Pourquoi c'est diamant alors que tu as de la graphite, c'est tous les deux du carbone, mais ils n'ont pas la même structure cristalline. Et lui, il a vraiment, je veux dire, ça l'a amené ça un l'a détail révolutionné le domaine. Parce que on fait regarder au microscope. Ben oui. Ben c'est ça, je voulais te demander, dans le fond, c'est quoi l'influence de la technologie? Qu'est-ce qui a vraiment aidé? Est-ce que la technologie, présentement, à quel niveau ça a? Là, on peut envoyer un spot de 5 microns sur un cristal puis mesurer la composition. Donc juste un petit topo. J'avais des collègues qui avaient travaillé en Antarctique beaucoup. Ils ont organisé un workshop. Je pense qu'ils payaient tout. Donc, c'est un gars aux États-Unis qui avait eu un gros grant NSF. Ah, ouais. C'est cette aventure-là. On est allé voir des roches, puis là, j'ai travaillé dessus suite à ça. Là, mais... Ça, c'est en quelle année, ça? Ça, c'est 2005. Donc, tu vois où c'est marqué Dry Valleys? Ben oui. Wow. Ça, c'est la place où, lors de la découverte de l'Antarctique, Scott est allé en voilier. C'est dans cette baie-là où ils ont vu le pays pour la première fois, avec des voiliers. Ouais. Puis c'était toute une affaire, naviguer là, dans la glace. Dangereux. Il restait pris. Puis c'est là qu'ils ont... suite de ça, il y a plusieurs expéditions pour se rendre au pôle. Okay. Ils étaient basés là. C'est là qu'est la base américaine principale, McMurdo Station. Ah ouais. Puis à cause de la direction du vent, puis toutes sortes de raisons, il y a des vallées près de là où il n'y a aucune précipitation. C'est un désert sec, il neige pas, il pleut pas, rien. Donc, le but, c'est de comprendre comment le magma migre dans la croûte en chemin vers des environnements éruptifs volcaniques. Parce que il y a toutes sortes de raisons pour comprendre ça. J'aurais pas le temps de t'expliquer. Mais dans le fond, bottom line, c'est juste d'essayer de simuler à travers le mouvement des glaciers pour comprendre les glaciers sont irrelevant. Ah, OK, ça n'a rien à voir. Vous allez carrément aller étudier le terrain, là, vraiment. On va pour étudier le plumbing system d'une séquence volcanique qui a, je pense, 185 millions d'années. Ouh. La prochaine diapo va me dire que c'est pas ça, là, mais... Allons voir. 184, je sais pas loin. Ça, c'est Gondwana avant la désagrégation. Donc, tu as l'Amérique du Sud, tu as l'Afrique, ensuite tu as l'Antarctique, tu as l'Inde en bas, tu as l'Europe, tu as l'Asie, puis tu as l'Australie.
l'Australie à droite, puis tous ces continents-là se sont désagrégés à 185 millions d'années. Okay, donc, il a déjà commencé à se séparer de l'Amérique du Nord puis de l'Eurasie, le Gondwana, mais il n'a pas encore éclaté. Donc, pendant cette phase-là, il y avait de la subduction au sud qui a rajouté beaucoup d'eau et d'éléments chimiques au manteau de la Terre à cet endroit-là. Puis quand il a ouvert, on perçoit cette signature chimique-là héritée dans le manteau. Donc, c'était pas le but de l'expédition, mais ça fait partie de comment on comprend ces laves-là. Ça, je vais perdre tout le monde. Ouais, ça, tu vas me perdre, man. Fait qu'on va... C'est des signatures isotopiques qui disent que les isotopes radioactifs qu'on utilise comme traceurs ont migré dans le manteau avec les fluides pour affecter la source. Mais ça, c'est fascinant quand ils ont découvert il y avait une signature de radiation. Donc, ça a prouvé qu'on n'a pas 3271 ans. Tu sais, comme après l'ère l'ère victorienne, là, où c'est que la religion a vraiment empêché le progrès, que c'est à cette époque-là où c'est qu'il y a vraiment eu un éveil, puis que tout l'intellect scientifique s'est mis en branle, là, tout le mouvement qu'il y a eu après ça, Malheureusement, il y a la moitié de la population américaine qui croit que ça, c'est... que ce qui est écrit dans la Bible est littéralement vrai. Ouais. Regarde, j'ai écouté un documentaire sur le Grand Canyon des créationnistes qui disent que c'est l'inondation de Noé là, qui a creusé, qui a déposé les roches et ensuite l'a creusé. Puis, c'est arrivé en quelques jours. donc, tu regardes ça, c'est pseudo-scientifique. Concrètement, là, pour quelqu'un d'expérience, ça n'a aucun bon sens. Mais si tu es un créationniste, Dieu a manufacturé tous les granites. Chaque poignée de granit a des centaines de zircons qui ont toutes la même âge, qui sont différents de l'autre granit plus loin. Donc, puis des fois, on voit des cœurs hérités, des zircons qui sont plus vieux. Souvent, que pour les granites, tu fais fondre un granit, il solidifie. Okay. Tu le refond, il resolidifie. Ça arrive plusieurs fois. Puis, ils ont des cœurs hérités qui sont plus vieux, qui enregistrent ce qui s'est passé avant. Pour vrai, okay? Ça, c'est incroyable, donc, si ça, c'est une création directe de Dieu, pourquoi Is he trying to fool us? Pourquoi mettre tous ces faux indices-là? Ouais, c'est dur à rationaliser. La Bible, c'est un point de départ pour l'intellect, j'imagine, qui a été écrit longtemps. Puis... Les observations sont... Tu peux jamais prouver que Dieu existe ou n'existe pas. Mais de dire que la Bible est littéralement vraie, mot pour mot, alors qu'on sait que c'est des traductions de langues perdues, parfois. C'est inquiétant. Donc, ouais. Tu sais, garde-toi un petit grain de une petite chaîne. C'est parce que tu as un devoir à faire intellectuellement, essayer de comprendre qu'est-ce qu'il essaie de dire, puis mettre en contexte socialement où tu es rendu aujourd'hui, puis tu vas pas commencer à prendre ça littéral, puis... Moi, j'ai pas besoin de dealer avec autant que mes collègues américains, qui eux autres sont confrontés à ça tout le temps. Mais ça explique, dans le fond, l'élément radioactif c'est des traceurs radioactifs. OK, traceurs radioactifs. Imagine qu'un morceau de croûte continentale qui a 3 milliards d'années, que l'uranium, pendant 3 milliards d'années, génère des éléments radiogéniques. À chaque incrément de temps, il va générer un atome de thorium. OK, puis il va laisser sa trace autour de lui. Autour du... Oui, exactement. Okay. Il va générer une signature d'un isotope de plomb. Donc, c'est pas dangereux de faire affaire avec... Non. Le rubidium se transforme en strontium 87. Donc, en mesurant... Si tu connais le rapport, la quantité de rubidium dans ta roche, puis tu peux mesurer la signature, tu peux dire, c'est à peu près... C'est à peu près vieux comme ça. On parlait justement de la religion puis de l'intolérance des gens par rapport à l'intellect humain puis les nouvelles langues. Puis il y a déjà un racisme quand tu regardes une autre culture, tu as peur de la culture, tu as peur de l'inconnu. Puis là, c'est le même principe où c'est que moi, en tant que personne qui n'a pas étudié pendant toute sa vie dans ce domaine-là, je ne vais pas le comprendre, mais pourquoi est-ce que j'aurais à sentir une haine envers la science, tu sais, c'est la peur de l'inconnu. You're just projecting, man. Parce que ça n'a rien à voir avec une culture différente. OK, la science est une culture différente, ouais. C'est vrai. Mais c'est pas comme une
culture normale parce que c'est une culture intellectuelle. Ouais. C'est pas émotionnel, c'est regarde, pas musical. Si tu vas à un match des Nordiques avec ta chemise ça, c'est canadien, émotionnel. ben, tu sais, tu confrontes une culture très émotionnelle, puis tu t'appartiens ou t'appartiens pas, puis tu sais, c'est très primal. Oui, exact. Si tu prends le livre puis t'apprends ce que ça veut dire, c'est pas au-delà de tes capacités. Presque n'importe qui sera capable de comprendre les principes de base. Puis, il y a une demi-heure, je t'expliquerais, puis tu comprendrais assez clairement ce que ça veut dire. Oui, exact. Mais la seule façon mais n'importe qui prend la peine d'apprendre les bases de notre science, ben, il est le bienvenu. Quand on parle de néodyme, ben, je connaissais bien un des chercheurs qui a perfectionné la méthode analytique pour ça. J'ai un autre collègue que je connais très bien qui a trouvé une nouvelle façon de mesurer quelque chose pour me donner l'âge des météorites. Okay. Puis, donc, les gens qui t'ont aidé justement pour les slides, parfois, toi, tu t'as à les contacter par courriel ou essayer de leur demander, est-ce que ça, c'est accurate par rapport à toi, ce que tu avais contribué à la recherche? Ça se fait quand on va aux réunions, puis on se rencontre, on jase, ou assez souvent, je lis quelque chose de quelqu'un, j'envoie un courriel, puis je pose des questions. Puis c'est une fraternité ouverte. Des étudiants étrangers me contactent, ils disent dans ton article, tu parles d'une méthode pour calculer les liquides. Comment on fait ça? Puis, quelle valeur on choisit? J'ai pas pu trouver la table. Puis, mais est-ce que c'est comme considéré, c'est un peu une culture dans le fond, ça devient émotionnel, mais ça enlève pas l'intégrité des données. Ben la culture sans l'émotion elle arrête là probablement. Et pareil pour toutes les sciences en principe, que les faits parlent. C'est pas ton opinion qui est important, c'est l'évidence. Comment est-ce que tu interprètes le geological time? Comment tu fais pour observer ça? Puis l'autre fois, on en avait parlé à propos d'Einstein, lui qui faisait des thought experiments, mais est-ce que c'est le même principe pour toi? Est-ce que c'est comme ça que tu es capable d'interpréter ou de visualiser l'objectif ou de visualiser le résultat d'un... La plupart du temps, c'est pas problématique parce que... Tu as de l'imagination. C'est comme un... tu dois en avoir si tu es capable de faire ça. C'est comme un small set. T'as une surface avec 20 blocs, puis il faut manipuler les 20 blocs, puis c'est sans importance que ce soit 20 millions d'années ou 20 000 ans ou 20 ans. C'est des unités à peu près de la même taille. Tu peux pas mesurer plus précis que... plus tu recules dans le temps, plus les mesures d'âge sont imprécises. Ouais. Donc, ta braquette, elle devient un petit peu lousse quand tu recules dans le temps. Mais là, avec beaucoup plus d'âge, on commence à voir more fine detail. La technologie permet justement d'aller encore plus loin dans le passé. Si tu échantillonnes 100 roches au hasard au Québec, tu vas avoir 100 âges différents. On peut pas. On est vraiment à une époque incroyable où c'est que la technologie va ouvrir des mais il faut que tu sois capable de reconnaître le package que tu veux dater. C'est ça l'aspect terrain de la chose, c'est que tu te promènes, puis comme géologue de terrain, tu dis, ben ça c'est ça, puis ça c'est ça. Puis ton échange, des fois on se trompe, là, mais... Ça arrive, mais après ça, tu as tes collègues qui vont être là, puis ils vont corriger ou suggérer. En partie, souvent on a des très bonnes discussions sur qu'est-ce qu'on est en train de regarder. OK, wow. Elle est vraiment bonne, la bière, en tout cas. C'était quoi la... Ça, c'est un stout, le Castor. Le Castor Stout. On est en train de boire le Castor Stout. Je vais pas faire de la promo pour... mais c'était une bonne bière. À travers tes voyages, as-tu eu l'occasion de goûter à des bonnes stouts? Peut-être j'avoue que... Il y a tellement de bonnes microbrasseries partout maintenant. Oui, hein? La bière est bonne partout. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec la bière? Pourquoi on en est rendu là? Ben, on est civilisé. Fait qu'on boit. Ben, on raffine. C'est un âge d'or pour la cuisine aussi. On a des légumes frais puis des fruits frais. C'est vrai, on est vraiment... Tout l'hiver. Bien sûr que si la civilisation s'effondre, ben là, on est dans la merde, mais avec le changement climatique, là. Peut-être, c'est probablement ça qui s'en vient, ou peut-être Yellowstone qui va exploser. Il y a tellement de façons intéressantes de mourir. C'est
C'était quoi tu m'avais dit pour Yellowstone? Y a-tu un Yellowstone qui s'en vient? Qu'est-ce qui se passe? Y a-tu un super volcano? On va-tu... Il y a un super volcano ça, c'est clair. Préparation. OK. La question, est-ce qu'il va être prêt dans 1000 ans, 11 000 ans? Ou 100 ans ou 2 semaines. Mais tu mentionnais que les signatures... c'est sûr qu'on va avoir un petit avertissement. OK. C'est combien de temps l'avertissement que... Ça pourrait être 1 an, ça pourrait être 3 semaines. OK. Est-ce que ça se discute, ça, dans les milieux je ne sais pas. Scientifiques? Regarde, c'est qui signerait? Le problème, c'est Trump. OK. Qui enlève l'argent à la communauté. C'est des oui-dire, là, mais j'ai oui-dire qu'il a coupé beaucoup des budgets du USGS qui font le hazard monitoring. Donc, il a coupé, si c'est vrai, les services qui surveillent les activités volcaniques comme Yellowstone qui pourraient donner des avertissements. USGS en passant, US Geological Survey. C'est très inquiétant pour Trump, en tout cas, les dernières journées avec tout ce qu'il a dit. Moi, je suis complètement... no comment. Ouais, no comment. On a passé par la Nouvelle-Zélande. Puis, Mount Doom, on a good day. Ouais, c'est là qu'ils ont tourné ces scènes-là. C'est un des volcans modernes. OK. Je suis allé faire une randonnée. Ça, c'est quoi l'activité de Mount Doom? On en est rendu. Oh non, il n'est pas actif. Non. Il est dormant. Dormant pour longtemps. Oh, I have no idea. Oh, okay. I was just there. That much. Mais on est resté pris 4 jours à Christchurch. Christchurch, OK. En direction vers Mount Doom? Non, vers l'Antarctique. Vers l'Antarctique. My God. Donc, ça coûtait cher. 4 days. Next. Puis de panique totale. Tous les soirs, il venait nous voir dans le milieu de la nuit. Puis il nous disait no flight today, you know. Même si OK, fait que là, le US Air Force se rendait même pas, carrément. C'est le US Air Force qui nous transportait. C'était quoi? C'était un blizzard ou qu'est-ce qui se passe? Il y avait trop de vent. OK. Puis la visibilité était mauvaise. Donc, God. Puis là, le gars qui avait tout organisé ça, il s'arrachait les cheveux parce que nous autres, on était dans des hôtels, là. Lui, il avait organisé ça pour qu'on soit dans la base américaine. Mais là, on était... Manger, loger. Dans un hôtel. Donc, son budget s'évaporait. God. Le stress. Donc, ben oui. On est finalement parti. Puis, on a fait 2 essais. Je sais pas si tu le vois, il y a des boomerangs sur l'avion. Puis, il y a des pingouins. Ah, OK, sur les symboles, l'aigle américain. J'ai peut-être pas la photo. En tout cas, c'est pas grave. Les pingouins, ça veut dire qu'ils avaient fait une mission jusqu'en Antarctique puis ils étaient revenus. Mais le boomerang, c'est qu'ils se rendaient à moitié chemin, puis là, si la visibilité s'était pas améliorée, ils revenaient. Come back, OK. Donc, on a fait un aller-retour de 8 heures. Puis, on a attendu un autre 2-3 jours. Puis là, on est reparti, puis on s'est rendu la deuxième fois. Donc, la prochaine, c'est l'intérieur. Donc, c'est un avion militaire avec des sièges en corde. Puis, l'affaire bleue à droite du gars. Là. Vous étiez pas à 8 heures là-dedans? Ouais. Ah, excusez. Oh non! Puis, à la fin, vous vous battiez. L'affaire bleue là, à droite, c'est la toilette. qui est un drum de 45 gallons avec un trou dedans. Puis, à l'autre bout, il y avait une toilette pour les filles. Donc, s'il fallait que tu fasses un numéro 2, puis là, on était obligé de tout porter notre équipement de survie au cas où on s'écrase. Comme si ça va nous aider si on tombe dans la mer. Mais donc, on s'est rendu. Le gars avec les écouteurs, il fait quoi? Il écoute de la musique. Ah, OK. Va passer le temps. Hein? Il était-tu le seul avec de la musique? C'était le premier que tout le monde... Ah non, il y en a un autre, là. Donc, quand vous avez vu ça, vous avez dû comme triper, vous étiez comme... Wow. Ben, on voyait rien par les fenêtres de l'avion. Ah, ouais. OK. C'était trop haut? Non, il n'y en a pas. Ah, il n'y en a pas. Oh non. Torture, c'est quoi que t'avais avec toi? T'avais-tu des livres comme... Ben ouais, j'avais un livre. Mais là, j'avais pas beaucoup dormi parce que ça faisait une semaine qu'il me disait dans le milieu de la nuit, on part pas comme ça. Finalement, c'était samedi, je suis sorti. Je suis rentré à 3h du matin. OK, get dressed, we're going. Puis là,
là, il faut que tu ailles à la base, puis habillé en bodysuit, tu laisses ton linge comme en dépôt. OK. Puis là, tu embarques dans l'avion à 7 heures, tu arrives à 6, milieu de l'après-midi. Déjà, là, c'est une grosse journée. Oh my God. Là, tu arrives, puis là, il y a un Mount Erebus, puis Mount Discovery. Ça, c'est 2 volcans. Là, tu arrives, puis McMurdo, c'est la petite baie à droite. Là. Ah, on voit comme un smudge en bas. Oh, tout à droite. Donc, il décharge tout l'équipement. C'est tout Air Transport. OK, Air Transport. Il y a des bateaux, mais des fois, c'est compliqué. Donc là, on embarque dans des véhicules bizarres. Ben oui, hein? Parce que là, il faut se rendre à la base. Aïe. On est à plusieurs kilomètres. Ça fait un gros 2 kilomètres par heure. C'est pas pour vrai. Ça a pris une couple d'heures. C'est geological time. Quasiment. Ça a pris une couple d'heures, ça rendre. Les géologues ont un sens de l'humour très développé. Donc, ils avaient amené un toutou pingouin pour... Juste pour ce moment-là. Ben oui, puis ça donne qu'il n'y avait pas moyen d'y voir parce qu'il était sur une calotte glaciaire qui s'était détachée, puis il n'y avait pas moyen de ça. Donc ça, c'est le groupe. Wow. Hey, quand même, grosse équipe, hein? Ouais, c'est pas une équipe. C'est principalement des touristes, puis des étudiants en bas à droite là, qui faisaient le scout work. OK. Et qui aidaient avec les tentes. Puis c'était les étudiants du prof qui a recruté tout ça, qui est en haut à droite. OK. Bruce. Bruce. Il vit au Maine. Ah ouais? Moi, j'étais en haut à gauche, là, presque. Ben oui, avec la tuque noire. Les lunettes de En Matrix. bas à gauche, c'est un astronaute. Ah, pas vrai. Oui, il est là pour tester un système de seismomètre manuel. Il mettait des écouteurs, puis il ancrait un genre d'enclume, puis là, il donnait un coup avec un marteau, puis il lisait l'onde. Puis ils sont en train de designer des prototypes pour des missions. Aïe. Au lieu de transporter des explosifs, ils seraient capables de faire des surveys seismiques à petite échelle. Okay. Finalement, ça n'a pas marché. Hein, ces boards ont grillé la première journée. Mais c'est super drôle. Donc là, on est arrivé. Ils nous ont donné 2 heures d'orientation. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a mangé. Là, ils nous ont donné nos chambres. Puis là, j'arrive dans ma chambre, puis il y avait un party. Okay. Parce que je partageais avec quelqu'un qui venait d'arriver du pôle puis qui était en heure. Quand j'ai pris une bière avec eux autres, là, j'ai demandé, penses-tu que ça serait possible d'aller ailleurs? Parce que j'ai vraiment besoin de dormir. Moi, là. Mais il a été cool, ils sont tous partis. OK. Ah, cool. Camaraderie. On a tous les tanks en haut, des résidences, il y a un brise-glace. Il y a aussi un réacteur. Dans le temps, il y avait eu un déversement nucléaire dans la baie. Hey boy. Quand c'était purement militaire. Ça, c'est la hutte de Scott. Conservé carrément. Ça, c'est Attends, c'était quelle année, ça? Excuse-moi, j'ai pas... Eux autres, 1911. 1911. Wow. 1911, quand même. Puis là, imagine qu'il y a de la neige tout le tour, hein? Puis les autres, ils mangeaient du pingouin puis du phoque. Ça, à cette époque-là, ils sont allés, je sais pas si tu sais, qu'est-ce qu'ils sont allés confirmer? Ils sont allés voir les confirmer. Ils voulaient se rendre au pôle. Au pôle, c'était carrément juste un... Ben, il y avait de la science aussi. Là. Il y a des très bons livres là-dessus. C'est le fun d'aller. Ils quittaient cette place-là pour aller de l'autre côté du Cap, là, où ils se sont quasiment tués. C'est une aventure là, rocambolesque. Là. Ça, c'est les caisses de biscuits puis de trucs qui restaient. Aïe, wow. OK, fait que là, les autres sont partis, puis ils ont laissé tout ça, là. Ouais. Puis quand ils ont installé la base, je pense les années 50, ben, ils l'ont gardé comme musée. Wow. Mais c'est quoi les ressources principales là-bas? Je vais aller voir sur le web, là, mais il n'y a pas rien. Mais c'est un stepping stone vers la région? En principe, il y a une entente de non-exploitation. Hey. Est-ce que ça va survivre 20 ans? On verra. Donc ça, c'est McMurdo Station. Le gros building beige, là, c'est The Galley. C'est aussi des chambres, mais c'est le premier gros building c'est le main one, là, c'est là qu'il y a la cuisine. Runway One, je pense que ça s'appelle, le corridor central. Ils ont tout un jargon distinct. Mais c'est quoi ça, la tuyauterie? Ben, c'est que c'est pergélisol, donc tu peux rien avoir dans le sol. Parce que c'est tout gelé. Donc, si tu mets un tuyau d'eau chaude, ou d'égout, ça va faire fondre, puis tout va s'effondrer dans le truc. Ça va se transformer en vase. Precautionary measure. Donc, il faut que tout soit c'est pareil dans le Nord, il faut que tout soit sur pilotis. Tout ça est construit sur la cendre, assez lousse comme matériel.
l'hiver, ben, il neige. Puis t'as pas besoin d'aller très loin, il y a encore de la neige là autour. Pas parce qu'il y a tellement de véhicules que tout se fait écraser, là, mais c'est en bas du point de congélation partout. Là. Donc, il n'y a pas nécessairement souvent de boîte, mais c'est très salissant puis très... Des fois, il pleut de la slush. Tu sais, mais... Pleut de la slush. Puis, mais il y a combien de monde là-bas? Au pic, dans l'été, il y a plusieurs milliers. Plusieurs milliers, hein, ben. Ils font un party à tous les samedis parce que le dimanche, il n'y a pas de vol. C'est la journée de repos. Il n'y a pas de vol le dimanche. Samedi soir, c'est le party time, puis c'est dans le Heavy Machine Shop. Puis... Heavy Machine Shop, ça, c'est le bar là-bas? Non, ça, c'est où ils font les parties. Ah, OK. Parce qu'il y a un band. Il y a un band ongoing. Quand on était là, ça faisait des mois qu'ils jouaient ensemble. Puis ils ont fait un white trash trailer party. Où les gars avaient tous des couettes Elvis, puis ils avaient des tattoos, tu sais, real cream hair, puis les filles avaient anyway, the white trash. La super bonne musique, c'était une pièce la bière. C'était un super party. Je voulais voir le Machine Shop, mais non, il n'y en a pas. Je sais pas, il y en a sûrement, c'est le web, McMurdo. Oui, mais il va te montrer les photos du Heavy Machine Shop. Ouais. Faudrait que tu fasses band party, une année. Puis ça n'est un. Ça, c'en est une. Regarde, Woodstock. Wow. Tu sais, c'est... OK, c'est Mais dehors, il fait frais, là. Tu pas en culotte courte, là. Pour vrai. Parce qu'il y a des shuttle bus pour faire de la navette pour aller à différentes places. Ah, OK, ouais. C'est quoi la superficie de cet endroit-là? C'est éparpillé, puis il y a des stations radars, il y a toutes sortes d'affaires. Okay. Donc, il y a des shuttle bus qui circulent, puis puis l'hiver, ben, il fait moins 60, là, puis il fait noir. Ça, c'est le wine bar. Wine bar. À minuit. Mais pourquoi qu'ils faisaient pas les parties le samedi soir? Ils font pas ça, là, ou... Ah, ben ça, c'est tous les soirs. Ça, c'est tous les soirs. C'est tous les soirs. Ah, okay, mais il y avait un party le samedi soir. Regarde. Puis tout le monde à McMurdo, tous les tests avant d'y aller. OK. Hein? Donc, tout le monde est recognized disease-free. That's good. Donc, en tout cas. Precautions. Puis le lendemain, ben, tu vois, il y avait une église. The next day, you go to get rid of your sins. That's for Sunday. Yeah. Sunday sins, people, please. OK. Slide 20. Mais c'est une belle église, en tout cas. J'aime l'architecture, on dirait c'est classique, hein? C'est très classique. Donc, c'est la deuxième journée. On a eu cours de survie en hiver. Parce qu'il y a certaines des personnes qui étaient avec nous autres qui n'avaient jamais vu de la neige. OK. Donc, ça, si tu vas à la prochaine, ils nous ont déployés après une certaine formation pour aller se faire un igloo, passer la nuit dans un igloo. Pour vrai? Ouais. Ah. Ça, j'aimerais ça faire ça à un moment donné. Mais on a fait un Kwanzi au lieu d'un igloo, mais moi, ça me tentait pas d'embarquer avec tout ce monde-là. Non. Déjà l'avion, là, pendant que... Puis là, on n'avait pas encore dormi, là. Toi, t'es revenu avec le shuttle bus? Ben non, ils nous ont laissé là. OK. Oh my God. Non, parce que j'ai trouvé un autre igloo qui avait été fait par le groupe d'avant. Parce qu'ils ont des groupes à tous les 2 semaines. Good call. Okay? Donc, j'ai trouvé un autre. Tunneled in. J'avais my own igloo. Wow. Ça, c'est-tu l'expérience ou la chance qui t'a amené là? L'expérience. Okay. J'ai l'habitude de faire beaucoup de terrain. Il y avait quelques gens dans la gang qui en avaient fait beaucoup, mais une bonne proportion, c'était des géologues de laboratoire. C'était pas des gens qui étaient spécialisés dans les travaux de terrain. Eh boy. Ils ont-tu bien pris ça? Ben, il y en a qui étaient meilleurs que d'autres. Okay. Juste pour rire, il faisait moins froid en Antarctique qu'il faisait au Québec quand j'ai quitté. Pour vrai. Donc, tout le monde dit, c'est froid. Mais c'est le fun parce que tu as 24 heures de soleil. Donc, le lendemain, ils viennent vous rechercher avec le véhicule, on vous ramène, puis... on est revenu, okay. Puis là, le lendemain matin, on était déployés. Puis l'hélicoptère qu'on devait utiliser cette fois-là, ça venait de la garde côtière. OK. Puis c'était optimisé pour atterrir sur un bateau où il n'y a pas de sable. Donc, il ne pouvait pas atterrir où il y avait du sable. Il fallait y mettre une toile pour pas qu'il ingère tout le sable. C'est fou, ça. Donc, là, on est en chemin vers les Dry Valleys. Et là, tu vois le glacier qui sort de la vallée. Tu sais, ça donne vraiment l'impression que tu es en train de bouger, immobile. Ouais. Ben, immobile à nos yeux, mais il bouge centimètres par heure ou centimètres par jour. Ouais. C'est pour ça qu'on est allé au glacier. Prendre de la glace. pour notre scotch. Ouais, c'était scotch. C'est de la glace qui est très ancienne. Ouais. De haute pression, parce que le glacier, ben, il excave des profondeurs. Donc, imagine, ça s'est formé à 5 km de pression. Quand tu le mets dans ton verre, il éclate.
Mais il éclate en feuilles. Ouais, ça, c'était 2000, au début de 2005. 2005, OK. C'était quoi, en fait, l'importance géologique de cet endroit-là? Ben, en général, l'expédition pour toi, c'était quoi? C'était pour regarder les laves et les intrusions qui nourrissaient, reliées au fer. C'est les laves du Ferrare, les intrusions associées. Puis moi, je regardais l'intérieur de ces trucs-là. Toi, quand tu arrives là, puis tu vois ça, tu penses à toutes les théories qui ont été trouvées. Tu regardes, puis tu absorbes, puis tu essayes de percevoir qu'est-ce qui se passe. Là, tu vois les crevasses longitudinales. Okay. C'est que ça, traverser ça, c'est dangereux, hein, parce que c'est des craques ouvertes, puis tu tombes dedans, puis s'il y a une petite neige par-dessus, tu le vois pas. T'es dans la merde. C'est à quel niveau, toi, dans le fond, que les glaciers, t'es familier au fonctionnement? Parce que, dans le fond, ça fait partie de l'histoire de la géologie. C'est pas ma spécialité du tout, okay. Mais tu regardes, juste à regarder, on comprend. Là. Le principe du mouvement de sédiments puis le mouvement des roches, ça fonctionne à travers le temps géologique. Là, ça, c'est récent comme... Ben oui puis non. C'était implicite dans ce que Lyell faisait. Dans le sens que tu regardes le taux d'accumulation de sédiments dans une rivière. Regarde, il y a 1 centimètre par année. Bon, c'est une falaise qui a 3 km de haut, du même sorte de grès. Ben, tu peux dire, peut-être 1 centimètre par année, tu regardes la hauteur, ça te donne un nombre d'années. Donc, les taux d'accumulation de sédiments, ces choses-là, leur disaient le temps était profond. Mais il y a une différence entre du sable dans une rivière qui se fait déposer, qui bouge à des mètres par seconde dans le chenal. Ouais. Alors qu'ici, c'est pas ça du tout qu'on est en train de voir. C'est pas du tout le même la glace, elle bouge bien moins vite, mais c'est un liquide. Ben, un liquide, c'est un matériel visqueux pareil, qui se déforme. Alors que ça va rester de même éternellement s'il se fait pas éroder, parce que il est tellement rigide qu'il bouge pas à cette température-là. Tu le montes à 300 degrés, 400 degrés, il va commencer à couler. Okay. Il va peut-être faire des plis. Mais jadis, les bandes noires là, qu'on peut corréler d'une montagne à l'autre, ça, c'est un autre filon couche. C'est une intrusion qui se promène. Puis là, c'est juste l'érosion qui l'a exposé d'une façon bizarre. Il faut toujours distinguer la forme, la physiographie de la distribution des roches. Des fois, il n'y a aucune connexion. Tu sais, les couches sont horizontales, ben, on peut les tracer d'une montagne à l'autre. Ça veut dire que tout ce qui est entre les deux a été enlevé par l'érosion. Ben, c'est à ce moment-là que toi, tu vas venir déchirer puis essayer de comprendre puis expliquer le phénomène à travers une distance, une chronologie qui est vraiment vaste. Puis ce qui est utile pour un contexte comme ça, c'est garde le niveau d'affleurement. Tu as 100% de roc, donc tu vois tout. Puis le fait qu'il est tout découpé, ça te permet de regarder la même chose par en arrière, d'un côté, puis de voir comment il évolue avec la distance. Imagine, ça coule par là-bas. Est-ce que la composition change? Est-ce que la composition des cristaux change? Y a-tu quelque chose y a-tu plus épais, moins épais? Ouais. Y a-tu quelque chose qui est connecté avec une direction d'écoulement? Mais avoir de l'affleurement comme ça, ben c'est bon. Mais quand tu dis affleurement, juste pour mettre en contexte... Là, roche exposée à la surface. Fait que c'est pas des sédiments, là, c'est de la roche exposée à la surface. Exactement. Donc, ce qui est blanc, c'est les grès, puis ce qui est noir, c'est les intrusions dedans. Puis nous, on allait spécifiquement pour regarder une de ces intrusions-là. Une journée, on a visité le pied du glacier. Donc ça, c'est le nez du glacier, là, avec qui bulldoze. Puis il y a des mini-lacs qui sont pas connectés l'un à l'autre, isolés avec une croûte de glace. Puis ils ont chacun une flore unique. Ah, pour vrai? Avec des cyanobactéries, des reliques là, il y a des milliers d'années. Wow! C'est pour ça qu'on n'avait pas le droit de faire pipi. Hey, c'est comme si tu allais sur une autre planète où tu veux pas déranger l'environnement. Ouais. Wow! Puis c'est vert. Tu regardes là-dedans, c'est vert en dessous. Photosynthèse? Oui, mais avec des cyanures comme médium. Aïe, aïe. C'est incroyable. Puis ça, dans le fond, c'est la fin d'une époque, une ère glaciaire. On voit les remnants de l'eau qui s'en va de la région. Là. Dur à dire. Ah oui? OK. C'est certainement des milliers d'années. Okay. Peut-être des millions d'années. Mais ça fait combien de temps que l'écosystème est comme ça, qu'il n'y a pas de précipitation dans cette vallée? Il y a des dépôts de cendres qui sont connectés aux volcans aux alentours. OK. Puis c'est des surfaces qui ont des milliers d'années.
Fait qu'il n'y a pas eu de signature, genre une roche qui aurait été gigantesque, qui aurait un boulder qui aurait été bougé par une glace pendant l'ère glaciale, puis qui aurait eu des mais tout le temps. Là, déposits. les glaciers ont creusé la vallée. Ouais. Puis il y a eu un retrait. Puis là, les conditions sont stabilisées. Depuis... Donc, cette vallée-là qui est sèche, 50. à sa tête, il y a un glacier. OK, ouais. Mais il n'y a pas de rivière. L'eau rentre c'est l'eau, dans le sol, puis émerge plus loin pour faire des petits lacs. Mais il n'y a pas de rivière. Principalement, pourquoi il y a juste principalement ces roches-là à cet endroit-là? Pourquoi il y a du sédiment et du magma? C'est relié au break-up de Gondwana. Quand Gondwana s'est désagrégé, ces magmas-là parce que ça a cassé, et quand tu décompresses, ça fond. Puis il y a beaucoup de gens qui pensent aussi qu'il y a des instabilités dans le manteau qui fait monter comme en dessous de l'Islande ou Hawaï, puis qui fondent préférentiellement avec des gros volumes. Il y a une classe d'hypothèses qui disent que c'est responsable des extinctions massives, que c'est pas juste des bolides, il y a aussi un effet des intrusions qui cuisent la matière organique. Je suis en train d'étudier une intrusion sur Ellesmere pour voir comment le carbone dans la roche haute a été affecté par l'intrusion. C'est quoi les gaz qui s'échappent, puis c'est quoi... En quantifiant l'épaisseur de la zone dégazée, on pourrait dire, cet événement-là a causé X gigatonnes de gaz à effet de serre. C'est-tu assez? C'est-tu pas assez? Puis toi, à ce moment-là, est-ce que tu dois faire affaire avec quelqu'un qui va travailler avec toi justement avec les gaz, vu que c'est peut-être pas ton niveau j'ai des collègues qui font ça. Toi, tu envoies tu envoies les samples à Calgary, puis lui fait... on s'est divisé les échantillons, on fait chacun notre part de la job, là. Donc, ça, c'est un zoom du truc. On dirait vraiment des chutes, hein? Oui, carrément. C'est le même, c'est le même principe. C'est de l'eau. Ouais. C'est ça. Puis pareil comme les chutes, comme le Niagara, il y a une roche très dure en haut. Sur le top, qui fait comme une table, puis qui fait que ça érode de cette façon-là. Si les roches sont toutes molles, tu te retrouves avec des grandes vallées en V parce qu'il n'y a pas l'effet de table, de lip résistant. Moi, c'est fascinant, mais être capable d'accélérer la géologie puis d'être capable de voir vraiment le phénomène entre les deux, où il y a une des couches qui est plus fluide puis l'autre qui est plus durable, puis il va y avoir vraiment une interaction. Connaître l'interaction, dans le fond, de ça. Dans ce cas-là, c'est juste la glace qui bouge. C'est ça. Puis la roche noire est plus résistante, comme ça a tendance à faire des messas. Tu sais, la roche molle, là, c'est pas elle qui va être en haut. La roche molle va être toujours en dessous, protégée par la roche dure. Donc, le fait que tu aies deux end members de rigidité, tu en as un qui est très dur, puis qui est résistant, puis l'autre qui est molle, ça fait naturellement ce type de présentation. De géographie, là, avec des messas puis des falaises. Le principal agent érosif, c'est le vent. Dans la vallée, il vente. Puis il y a du sable dans l'air. Quand ça tout se fait éroder, tu vas voir des roches sculptées. Pour vrai, ça crée comme des genres de creux, de vases. Des ventifacts. Ventifacts. Donc, nous, on monte là, puis on casse la roche pour prendre des échantillons. Mais... Ça, c'est de proche? Ça, c'est le magma? Solidifié. Solidifié, oui. C'est du basalte. Basalte, okay. En fait, ça, c'est de la diabase, mais... Principalement composé de... C'est du basalte. Plagioclase, clinopyroxène. Donc ça, c'est les hoodoos. Ça 7-8 pieds de haut. Hoodoo. Ça, c'est tout sculpté par le vent, puis tout grignoté. Ouais. Wow, impressionnant. Hoodoo. On dirait un fossile de tyrannosaure. Tu vois les petits cailloux dedans? Okay. Quand ils ventent, le petit caillou, il fait... Pour vrai. Hein? Puis c'est ça qui creuse les cavités, parce qu'il y a un petit caillou dedans qui... Incroyable. Ça, c'est de la roche solide, là. C'est dur. Pour vrai. Ah ouais, faut casser ça, il faut donner des coups de marteau. Là. Ça, t'amènes ça à ton chez vous, sur ton terrain, là, tu en fais importer une, ça doit coûter cher en maudit, mais ça serait beau. C'est comme une sculpture, c'est de l'art. Ce serait pas faisable. Non, hein, c'est de l'art, c'est gros, ça, c'est huge. C'est quoi la référence? 6 pieds de haut. Ok, laisse faire ça. Jeez, mais c'est impressionnant, vraiment. Là. Wow. Ça, c'est un autre camp. Plus confort que le igloo. Ouais. Plus de bruit. Non, c'était pas si pire. Donc, on a échantillonné la couche foncée derrière nous aussi, parce qu'on voit les deux contacts. On voit en bas puis en haut. Puis, il y a assez de relief
pour être capable de le mesurer, mais c'est pas une falaise verticale. Il y a l'art du possible aussi. Hein? L'idée, c'est qu'on prend une série d'échantillons à travers l'épaisseur, puis on regarde comment ils changent. Ce qui est près du bord se refroidit rapidement, ce qui est à l'intérieur se refroidit très lentement. Puis ça fait des minéraux qui sont différents, puis des structures qui sont différentes. Donc, c'est une expédition internationale, mais j'avais oublié d'amener un drapeau canadien, mais j'ai amené un drapeau du Canadien. Parce que je porte une chemise des Canadiens comme chemise de terrain des fois. C'est haute visibilité, puis c'est un peu isolant. Puis... Nice. Ça, c'est des barils de pie. Parce qu'il fallait sortir toute notre piste par avion. Ça devait coûter cher. Ouais. Puis il l'envoie aux États-Unis. J'espère que ça n'a pas mis le gars dans la merde. It's been said. Probably. Oh non. Donc ça, c'est un peu le côté pourquoi on fait ça. Le bleu, c'est le manteau. C'est 30-40 km de profondeur. Tout ce qui est rose, c'est la croûte. On regarde en section. Là. Mantle, c'est quoi l'âge de Mantle? Ça doit être comme... Ça dépend. Il y a des bouts de manteau qui sont archéens, puis il y a des bouts qui sont... comment tu fais pour... quel âge? What does that mean? Le manteau qui est en train de... En dessous des rides océaniques, il vient de fondre. Il est âge zéro, dans un certain sens. Mais ça fait 4 milliards d'années qu'il est là. C'est ça. Mais il change de composition, parce que là, tout ça, ça convecte en dessous. Puis les continents flottent sur le top, puis ça convecte en dessous. Mais ça, justement, en fait, la convection du phénomène en dessous de la croûte terrestre, du mantle, ça, c'est important quand même de le comprendre parce que c'est un concept qui est difficile à wrap your head around. Je veux dire, la convection, habituellement, pour le commun du mortel, c'est ton four dans la cuisine. Fait que dans le fond, la convection, c'est l'air froid qui va descendre parce que c'est plus lourd, puis l'air chaud qui va monter. Pour, ça peut être drivé par la composition, ça peut être drivé par la température. Quand tu chauffes quelque chose, il y a de l'expansion thermique qui vient plus léger, il y a de tendance à monter. Donc ça, c'est ce qu'on voit le plus souvent. C'est que tu as le noyau qui est séparé du manteau, qui est, je pense, le tiers de l'épaisseur de la Terre, qui est fait en fer, nickel. Okay? Puis lui, il convecte séparément à l'intérieur de lui-même. C'est pour ça qu'on a un champ magnétique. Au-dessus de ça, tu as le manteau, puis tu as une petite croûte sur le top qui fait juste sceller, puis qui fait un thermal boundary layer. Donc, à la surface, c'est 25 degrés. Au noyau, c'est 2000, 3000. Donc, il y a un gradient thermique, puis quand tu as un gradient thermique, tu as de la convection. Toujours. Ou presque toujours. Quand les matériaux sont visqueux, puis le manteau à 1000 kek, il est visqueux, il déforme, il est plastique, là, très lentement. C'est comme de l'asphalte. Donc, fait que c'est malléable ou ça se c'est ça, ça déforme, ça coule. Ça coule, mais ça coule pas vite. Ça bouge centimètre par 1000 ans. Wow, incroyable. Mais quand tu as 4 milliards d'années, il y a le temps de convecter plusieurs dizaines de fois. Oui. Mais ce processus-là, c'est un truc incroyable que uniquement que l'œil averti ou comme... les gens ont déterminé c'était quoi la composition parce qu'on a des rares échantillons du manteau qui montent dans certains types de volcans. Il y a des places où c'est exposé à la surface parce que tu as du tectonisme puis tu as érodé quelque chose, puis on le voit là, in situ. Donc, on sait c'est quoi à peu près. Donc, les gens vont au laboratoire, ils chauffent ça, ils le déforment expérimentalement à haute température pour déterminer les lois d'écoulement, comment ça s'écoule. On sait la température, les expériences nous disent comment ça va se déformer, on peut prédire comment il va matcher ça aux ondes sismiques, puis à d'autres choses pour corroborer. Incroyable. C'est... Ouais. Mais allez expliquer ça. C'est infiniment... c'est intimidant, puis ça revient tantôt on parlait de la religion, parce que c'est intimidant, c'est tellement vaste comme chronologie que tu peux même pas comprendre l'immensité de l'univers. Ça rejoint dans le fond, ça rejoint... C'est l'échelle planétaire, c'est trippant. Ouais, ça l'est, carrément, ça l'est. Toi, ça doit être stimulant dans ce sens-là, pour l'imagination, ça vient te rejoindre. On travaille beaucoup à essayer de comprendre comment la lithosphère, la partie rigide, qui comprend la croûte puis le manteau lithosphérique,
qui est rigide, qui est en dessous. Puis ça flotte comme un package. Puis il y a des places, ça descend, il y a des places, ça casse. Mais toi, tu cherches les signatures, dans le fond, de ce mouvement-là, du plasma vers la surface à travers la convection. Comme communauté, oui. Oui. Il y a des gens qui font de la seismique. Puis là, tu regardes les ondes créées par les séismes ou les explosions, comment ça se propage. Puis là, eux autres sont capables de dire, c'est telle densité à telle profondeur, c'est telle rigidité. Puis tout feedback sur lui-même, parce que quand quelqu'un étudie, tu sais que les continents comme l'Amérique du Nord, au Canada, puis le Norvège sont en train de monter activement. Parce que quand il y avait 8 km de glace par-dessus, ça a duré tellement longtemps que tout s'est enfoncé. Puis là, quand on l'a enlevé soudainement, c'est en train de lever, mais ça lève à centimètres par 1000 ans. Puis ça a des implications. Pour que ça bouge à cette vitesse-là, ça dépend de la viscosité du matériel puis de la densité. Donc, ça, c'est des choses que tu compares ça aux mesures expérimentales, puis tu dis, regarde ça, c'est 10 à la 20 pascal seconde. Pascal. Donc, tu sais, on le sait... Fait que peu importe la glace qu'il y a à la surface, inévitablement, il va y avoir une poussée vers le haut. Non. Tout dépendant de ce qui constitue la croûte. La raison pourquoi il lève, c'est parce que tu l'as dépressé en créant de la glace. Okay. C'est la déposition de la glace due à l'hydrosphère. C'est tellement loadé le package que tout a calé. Ouais. Ça flotte. Hein? C'est comme t'as un radeau dans l'eau, puis tu mets 20 personnes, tu vas être dans l'eau jusqu'aux genoux. OK. Mais je veux dire, par rapport à encore plus lentement, là, le temps, le changement de la croûte terrestre, le mouvement des continents, ça se continue. Je veux dire, il y a tout ça le temps... bouge continuellement. C'est inévitable jusqu'à la fin de... C'est pour ça qu'il y a des montagnes sur la côte ouest. Parce que les continents s'en vont vers l'ouest, puis... À un moment donné, l'activité de la planète, est-ce qu'elle va arrêter? Oui, éventuellement. Dans probablement 2 milliards d'années, on va rentrer dans un système de stable stagnant lid. La planète va mourir. Il y a juste Non. La chaleur ne sera plus là. Mais dans ce sens-là, je veux dire, la matière organique ne pourra pas s'enrichir ou se déployer. Je pense pas que ça ne va rien changer. Mais maintenant, on est la seule planète dans le système solaire où il y a de la tectonique des plaques, où les plaques sont mobiles. Okay? Ça veut dire que la lithosphère bouge. Vénus, la lithosphère, elle bouge, mais beaucoup moins qu'ici. Puis sur Mars, elle bouge essentiellement pas. La Lune, elle bouge pas. Parce que c'est des plus petites planètes qui sont trop froides pour développer un système comme ça. La Terre est assez grosse pour l'avoir. Vénus est de la même grosseur, puis il n'y a pas d'eau, donc il n'y a pas de tectonique des plaques. Parce que c'est le jeu de l'eau avec le système physique qui fait qu'on a tectonique des plaques. OK. Fait que dans le fond, c'est ça qui a amené ta découverte récemment avec l'air. Pas vraiment. Non, ça n'a rien à voir. Non, c'était observationnel. C'est que on avait développé des modèles de unstable stagnant lid pour la Terre archéenne. OK. Puis l'air, il s'est dit, regarde, Vénus, il y a beaucoup de gens qui avaient suggéré que Vénus était un analogue pour la Terre archéenne. Puis il a downloadé à base de données de Magellan, puis presto. L'info était là. Il a vu des choses qui ressemblent à ce qu'on proposait, puis c'est vraiment in your face, là. C'est pas ambigu. Fait qu'il l'a confirmé, dans le fond. Il a fait une observation indépendante pour corroborer l'hypothèse. On avait proposé quelque chose. Il dit, on va aller à une autre planète où c'est le même sorte de système, puis on va voir qu'est-ce qu'on va voir. Puis quand il a fait l'analyse structurelle de la surface, ça part. Hey, vous deviez être content quand c'était arrivé, ça. Tu sais, quand ils disent « your jaw dropped », ouais. J'ai dit « wow ». Si vous voulez aller lire l'article à propos de cette découverte de Jean Bédard puis de Lyle Harris, ça serait d'aller sur le site de Québec Science. Québec Science. Ou du site de l'INRS. Ou du site de la Commission géologique. From Venus to Earth, Radical New Geological Model. Il va y avoir l'équivalent français quelque part. Fait que je suis désolé, je trouve pas le fil en français là, pour le... Vraiment, là, bravo, là, c'est vraiment un jaw-dropping moment que vous avez vécu, puis ça doit être tellement valorisant là, pour votre carrière. Qu'est-ce que vous avez fait toute votre carrière? C'est un one-two. C'était pas mal excitant de proposer le modèle en partant. Puis d'avoir une confirmation. Puis
Puis après ça, je veux dire, il a fallu quand même aller rejoindre certaines personnes à travers sur la planète, dans les communautés scientifiques, puis aller leur présenter le... Ben, quand on publie un article, des fois, ça prend 1 an avant que ça soit publié. Tu sais, tu le soumets, il y a des revues, corrections, c'est publié. Puis là, il faut que les gens le lisent. Puis là, tu sais, moi, je passe pas, je suis pas à la bibliothèque à tous les jours. Je ratisse large, là, puis je lis bien les affaires. Mais ces choses-là, ça fait boule de neige à un moment donné. Il y a un modèle qui pogne, puis là, tout le monde se met à citer ça. Parce que la plupart des gens, ils ne travaillaient pas là-dessus. Puis moi, c'était pas mon but à l'origine de travailler sur l'origine de la tectonique des plaques. Moi, j'étudiais autre chose. Mais j'ai eu une bonne idée, comme ça. Je me suis essayé. Puis, jusqu'à présent, tout fit. Ah, félicitations, vraiment. Là. C'est tout un... C'est du travail. C'est l'œuvre d'une... Ben, pas l'œuvre d'une vie, mais c'est une grosse... Ben, en partie, c'est parce que j'ai fait beaucoup d'affaires différentes. Il y a des gens qui font rien qu'une affaire, puis ils vont passer toute leur vie à étudier un type de roche, quelque chose de très, très, très étroit. Donc, moi, j'ai changé de domaine plusieurs fois, différentes sortes de roches. Donc, moi, je suis capable de voir un cross-reference. C'est comme voir un bigger picture. Ouais. Si tu vois pas la couleur, ben, tu vas juste voir la texture, les ombres. Si tu vois la couleur, ben, tu es capable d'interpréter autre chose. Puis si tu perçois le son, ben, ça donne une autre façon d'interpréter les choses. Ça rejoint un peu Einstein, sa façon de... C'est ça, tu as de l'imagination, dans le fond. Il faut de l'imagination aussi. Je veux dire, c'est scientifique, c'est cartésien, mais c'est aussi émotionnel et l'imagination humaine, c'est l'inspiration humaine. C'est l'inspiration. Ça arrive presque à tous les fois. Tu arrives quelque part où tu n'as pas travaillé, puis c'est dur. Tu comprends pas ce que tu fais, tu regardes, tu comprends pas. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Puis ça peut durer 2 jours, ça peut durer 2 semaines. Puis à un moment donné, tu trouves un affleurement qui est de bonne qualité, où tu vois qu'est-ce qui se passe. C'est « Ah! » Puis là, tu comprends ce que tu as vu avant que tu comprenais pas. Mais il faut que tu le vois sur le terrain, bien préservé, puis bien illuminé ou bien arrosé. Des fois, quand il pleut, tu vois pas la même affaire. Dépendant de quelle heure que c'est, l'angle des ombres, tu vois pas la même affaire. Donc, c'est très subjectif. Ça dépend de ce que tu as vu avant. Puis comment tu fais pour reconnaître quelque chose? L'intuition humaine. C'est très intuitif. Ouais. Ah, c'est fascinant. À quelque part, c'est ça, je jasais avec quelqu'un hier, je me disais, c'est à quel niveau la biologie va venir déranger l'évolution de l'intellect. Il y a vraiment une limite biologique à cause de manque de nutrition, manque de sommeil. Exactement le contraire. À quel point l'intellect va perturber l'évolution. Ouais. C'est plutôt ça le problème. Quand on commence à intervenir directement dans le matériel génétique, mais d'une certaine mesure, le développement de l'écriture, ça a perturbé notre évolution. À cause qu'on est tout le temps assis puis on est en train d'écrire. On n'a pas besoin de s'en souvenir dans notre tête. On peut le mettre sur papier, puis on peut échanger l'information sans qu'elle soit corrompue par le téléphone arabe. C'est vrai, ça. Donc, le fait de pouvoir emmagasiner notre connaissance, c'est un quantum jump évolutionnaire, ça. Wow! C'est vrai, c'est quoi l'impact de ça, ce phénomène-là, d'emmagasiner l'information dans un livre puis d'échanger virtuellement? It's called civilization. Ouais, right? Les sociétés nomades, pré-civilisation, qui n'avaient pas l'écriture, il y avait des traditions orales. Il y avait des traditions orales, puis il y avait vraiment... ces gens-là, ils pouvaient mémoriser des milliers de mots en séquence. Là. Les sagas islandaises étaient récitées de mémoire. La tradition orale, le problème, c'est que si tout le monde dans le village meurt, ben, they never exist. La culture disparaît. Elle disparaît, elle s'éteint. Puis, il y a des limites aussi. Combien de choses tu peux stocker dans ta tête? T'sais, combien de chansons traditionnelles tu peux mémoriser dans une vie, puis c'est limité. Alors qu'avec l'écriture, c'est un autre jump. Mais d'être capable de communiquer avec des mots, déjà, it only goes so far.
Puis avec le changement de la diète, ben les gens ont les nutriments pour de la viande, c'est rendu à faire évoluer le cerveau, puis on était capable de développer le dialogue, le dialecte, puis après ça, qu'est-ce qui peut aider à l'évolution du cerveau? Dans le fond, c'était manger de la viande. Regarde, il y a un optimum pour le développement physique et intellectuel. Donc, tant qu'on a une alimentation adaptée à notre génome, parce que les Inuits, ils peuvent pas manger trop de légumes, c'est pas bon pour leur digestion. Eux autres, il faut qu'il y ait beaucoup, beaucoup, beaucoup de viande dans leur régime. Sans ça, ils viennent malades. J'ai un chum il a un héritage hongrois, puis la rationale, ça, c'est que les Hongrois, à l'époque, étaient nomades. Il n'y avait pas d'agriculture. Donc, si tu as un gène défectueux où tu peux pas digérer le légume, so what? Tu vis de lait de jument, de sang et de viande. Donc, mais lui, dans le fond, ça lui donne une maladie parce qu'il n'est pas capable de digérer. Il a besoin de il faut qu'il prenne des suppléments de vitamines de toutes sortes d'affaires. Là. Puis dans le fond, cette évolution-là, c'est le même principe. S'il vivait avec les Inuits, il n'y aurait pas de problème. Il devait déménager. Mais toi, ça devait être fascinant quand tu es arrivé là. Est-ce qu'il y a comme un événement qui est arrivé pour quand ils vous ont accueilli, quand vous êtes arrivé dans le Nord? Là, tu parles de l'île de Victoria? Ouais, ça, c'était comment ton expérience quand tu es arrivé là-bas? C'était merveilleux. C'était vraiment bien. Là. C'est un de mes beaux souvenirs. On s'est fait des bons amis dans le village, des gens sympathiques. C'est un village de 400-500 personnes. OK. Très, très beau. Leur société est largement intacte. Il y a certains villages dans le Nord ils ont un peu de misère parce que y a beaucoup de crimes, beaucoup d'abus, beaucoup d'alcoolisme. Ce village-là, c'était plus sain, c'était moins destructif. Les gens respectaient beaucoup leurs aînés. Quand les gens ils chassent puis il y a quelque chose à manger, ben, tout le monde le partage. Hein? Donc, il y a vraiment un sens de communauté, de famille. Puis, je pense qu'il y a plus que la moitié de leur alimentation qui se fait avec des viandes chassées. T'sais, tout le monde va à la chasse, tout le monde va à la pêche, puis quand ils pognent quelque chose, tout le monde en famille en a, puis c'est vraiment une société de partage. Et eux, c'est quoi la différence? Pourquoi que eux ont leur société a su se rendre aujourd'hui à une communauté qui thrive, dans le fond? Aucune idée. Il n'y aura pas peut-être parce une entente avec le Canada pour... C'est comme tous les autres villages dans le Nord. Là. Ouais. Moi, j'aurais dit c'est plutôt que les contacts ont été limités avec les hommes blancs. C'est pour ça que leur culture est moins endommagée. Parce que il y était un temps où les enfants étaient expédiés à des camps de rééducation. Ils ont vécu ça, mais ils l'ont peut-être moins souffert, je sais pas. Puis peut-être c'est juste que je connais pas les autres villages aussi bien. Puis, mais c'était des gens accueillants quand vous êtes arrivé là. T'as eu une... Ben, c'était un peu... si tu veux, t'es qui, toi? Hein? Okay. Parce que je viens jouer dans leur plate-bande. Je proposais de venir avec une vingtaine de personnes, 30 personnes, un hélicoptère, faire une base. Les autres sont soucieux du caribou puis de la faune. Ils vivent de ça. C'est normal. Hein? Est-ce qu'ils veulent bénéficier de votre présence? Ils ont besoin pour vivre. Il y a plusieurs éléments. En partie, on fait de la stimulation économique. Moi, je travaille pour le gouvernement, puis on allait là en grande partie pour faire une étude scientifique pour confirmer si oui ou non il y avait du potentiel minéral pour l'exploration, pour le nickel, les diamants, le cuivre, le plomb, le zinc. Il y en a des ressources dans le Nord. Puis on a expliqué ce qu'on voulait faire aux gens du village, puis ils étaient d'accord. Puis on a engagé 3-4 comme helper, comme cuisinier, on a même pris les 2 étudiants du secondaire du village qui avaient les meilleures notes comme assistants pour 2 semaines. Ah ouais. Leur donner un petit cours de basic en géologie, ils se promenaient en hélicoptère, 200$ par jour. Puis l'idée, c'était de les encourager de ne pas lâcher l'école. Hein, parce que les 2 qui ont les meilleures notes vont avoir ce job cool. Puis c'est aussi pour les introduire dans un milieu scientifique. C'est une expédition scientifique très égalitaire. Ben, moi, c'était le boss, là, mais c'est assez égalitaire. Puis, on est interdépendants, on travaille ensemble. Faut que tout le monde fasse sa job, puis tout le monde tire son poids. Puis on a eu bien du fun, puis du monde sympathique. Donc, imagine, tu finis ton secondaire, tu es dans un village de 400 personnes,
C'est quoi tes options? Ouais. Donc, on voulait leur faire voir la science comme une option potentielle. D'ailleurs, il y a un des chefs d'équipe, il est né sur l'île de Ah, pour vrai? Ah oui, durant cette expédition-là, il y avait un chef d'équipe qui venait de ce village-là. Mais il est pas né dans ce village-là, il est né dans l'autre village. OK. Mais pas loin, là. OK. Wow, fait que c'est inspirant. Plusieurs centaines de kilomètres, là. Mais okay. il y a 2 villages sur l'île de Victoria. OK. Puis lui... il vient de l'autre. OK. Puis lui, il a réussi à inspirer ces jeunes-là, les 2 jeunes qui étaient à mieux s'intégrer probablement. Il les a aidés à s'intégrer. Lui, il a fait la présentation à l'école parce que c'était un meilleur role model qu'un white guy que personne ne connaît. Là. Hein? Parce qu'il y a de la famille dans le village. Les gens le connaissaient déjà un petit peu. Puis, c'est inspirant. Ça doit être inspirant pour les jeunes là-bas. Là, c'est bon qu'il y ait ça qu'il y ait un respect pour l'éducation, puis la culture, puis les traditions, parce que ici, il y en a. C'est probablement ça l'implication de les Blancs, comment ils ont traité les Premières Nations ici, puis eux, le fabrique social, il est comme désagrégé. Là. Il y a personne qui est parfait, mais on a des choses à apprendre d'eux. Oui, tout à fait. Il y a des choses qu'ils font que je trouve bizarres des fois, mais par exemple, souvent, ils parlent pas beaucoup. Okay. Les gens vont t'inviter, puis on s'assoit pour un bout, là, puis personne ne dit un mot. Ah, pas vrai? Il me semble qu'ils voudraient parler, ils voudraient raconter des histoires. Ils sont pas obligés de remplir le vide. Alors que nous, tu mets 2 personnes ensemble, ils vont placoter, mais ils sentent moins la nécessité d'être loquace. C'est correct d'être juste assis, puis de chiller, puis de pas dire un mot. Puis, faut pas pousser, parce que... Tu peux pas forcer à quelqu'un à parler. Quand je suis arrivé dans le village, à un moment donné, il fallait que j'organise le transport. On avait un sea can, parce que notre équipement est arrivé dans une grosse canne. Hein? Tu sais, ce que tu vois là, sur les chemins de fer, là, les grandes boîtes rectangulaires, parfois plein de réfugiés, de toutes sortes d'affaires, ben ça, c'est un sea can. Donc, notre équipement était là-dedans. Il fallait transporter le sea can jusqu'à la base d'hélicoptère ou l'aéroport pour être capable de Refuel, non, pour le mettre, parce qu'on le déployait avec un Twin Otter. Donc, il fallait mettre l'équipement dans un avion pour le déployer à notre camp. Mais l'avion ne pouvait pas atterrir dans le village, il fallait le transporter. Donc, moi, il fallait que j'aille voir les gars pour leur demander de prendre le camion puis de faire ça. Donc, j'arrive là, puis ils sont tous assis en train de boire du café. Donc, ils sont 4-5, puis ils me regardent. Hi. Tu sais, am I going to be the... I want instant action. Get to work, you lazy bums. Non, ça va vraiment m'aider. Hein? Ouais. Non. C'est sûr. Donc, j'ai souri, je me suis assis. Puis, on jasait un peu. On parlait de casquettes, on parlait des Canadiens. J'ai jamais dit rien. On jasait. Finalement, coffee breaks over. What do you want? Mais il faut juste être gentil, comme on serait avec n'importe qui. C'est juste un langage différent, c'est une approche différente. C'est pas juste le langage parlé qui est différent, c'est la culture. Mais il y a comme une tradition là, de comment je dirais, il y a un mot pour ça, de paternalisme. OK. Tu sais, avec les gens des Premières Nations. C'est une sorte de racisme là, que les gens, mais pendant longtemps, tu sais, c'était comme des enfants. Hein. On leur laissait pas décider pour eux-mêmes comment ils voulaient vivre. Donc, mais là, ils sont en contrôle du village. Là. Il y a une mairie, tous les services sont incorporés. On négociait d'égal à égal. Et s'il y avait mis un veto, on n'aurait pas fait la campagne. D'ailleurs, il y a des projets qui avaient été proposés, qui ont refusé parce qu'ils disaient, ça m'intéresse. Ils ne voyaient pas la nécessité. C'est fascinant, ça. Puis, juste pour mettre en contexte, ça, c'était à quelle époque? C'était à quelle année? Ça? C'était 2010. Puis ça, toi, tu étais en charge de la logistique. C'est toi qu'il fallait qu'ils préparent tout. Il y avait 3 chefs d'équipe, avec parfois 4, mais avec chacun notre champ d'expertise. Puis chacun, on avait recruté des collaborateurs et des étudiants. Moi, j'étais en charge de l'admin. Moi, j'étais en charge du projet parce que c'est moi qui ai lancé le projet. J'étais PI, Principal Investigator, en jargon. Donc, il fallait que je fasse les contrats pour les analyses, pour l'hélicoptère. Il a fallu négocier les barèmes de salaire avec les gens. Il a fallu négocier avec 4
organisation inuit parce que t'as pas les mêmes personnes. Il y a un groupe qui fournissait un genre de garde-chasse. Il y en a un autre qui fournissait des ouvriers. Puis il y en a un autre qui fournissait des ouvriers via la ville. Parce que... Manpower. Ben, c'est comment tu fais pour engager du monde. Tu sais, eux autres, ils ont leur propre processus là, bureaucratique. Puis, regarde, nous aussi, on a notre bureaucratie. Puis les bureaucraties, il faut qu'ils essayent de se parler. Faut que ça embrique, ouais. Puis, il y a des façons de faire. Donc, on a suivi les règles. Quand tu veux un employé, ben, on a négocié avec la ville. Parce que la ville et les organisations municipales sont déjà en place. Ouais. Donc, c'est bien plus facile d'engager notre assistant de cook via la compagnie d'expédition dans le village. Puis, nos journaliers via la ville, qui a déjà des journaliers. Ouais. Mais on a quand même dépensé beaucoup d'argent. Il y a 4 personnes qui travaillaient presque plein temps dans le camp, du village. Puis les contacts étaient déjà là. Dans le fond, ça fait plusieurs années que déjà le gouvernement canadien... Ah non, il y avait... là. Ah, pas vrai, c'est comme à tous les 2 ans, on recommence à zéro. Là. Puis moi, j'avais jamais travaillé dans ce coin-là. Mon co-chef d'équipe, Rob, lui, il avait fait son doc là, des années 80. Puis il était retourné. Après, une fois ou deux... mais moi, j'avais jamais été comme ça. J'arrive, puis c'est meet and greet. Je vais rencontrer le maire, je vais rencontrer le principal. J'avais eu l'idée là, pour engager les étudiants. Je voulais y parler, j'ai proposé. Qu'est-ce que tu en penses? Donc, on a pris les arrangements pour que Thomas vienne faire la présentation, puis faire le PR pour ça. Après ça, je suis allé voir où ce qui était la place où on allait mettre notre camp. On est allé en hélico. Je voulais checker, y a-t-il une bonne piste d'atterrissage? Il fallait rentrer 250 drums de fuel. Il faut que tu t'assures que tout est là. Tu peux pas juste... Ben, faut qu'il y ait des normes environnementales. Faut que ça soit une certaine distance de la rivière. Il fallait mettre un truc, là, un berm pour contenir le fuel si jamais il y a un déversement. Tu sais, c'est super contrôlé. Il fallait avoir un permis pour l'eau pour être capable de prendre l'eau dans la rivière. Donc, il fallait qu'on ait un grille d'une certaine grosseur pour pas que les poissons se fassent aspirer dans la pompe. Normes environnementales. Mais il était conciliant, puis c'était du bon monde là-bas. C'était un peu ils ont réalisé qu'on intéressant. Regarde, on avait un camp super clean. On faisait très attention. Il n'y avait pas des vidanges partout. Ça, c'était très clean comme camp. On faisait attention. Regarde, on est environnementaliste, nous aussi. Là. C'est mon environnement. Je veux pas vivre parmi les déchets puis laisser des... Ça fait partie de la culture scientifique. Je suis aussi soucieux de où je suis quand je campe que dans ma cour. Ouais. Fait qu'ils ont remarqué ça. Eux autres, quand vous êtes arrivés là, ils ont vu que vous aviez un respect. La façon qu'on avait faite, on a engagé 4 personnes pour monter le camp, puis 4 pour démonter le camp. C'était les mêmes. Puis chacun leur tour, ces gens-là passaient 1 semaine et demie dans le camp comme gars de camp pour faire des job-in. Donc, il y avait chacun 4 semaines de travail à peu près, garanti. Puis, espacer dans le temps parce que très souvent, ils viennent stresser s'ils ne peuvent pas aller à la chasse ou aller pêcher. Donc, en découpant le temps comme ça faisait des blocs plus petits. Puis, c'était en respect pour leur culture, leur façon de faire. Pour eux autres, les horaires, là, you're crazy. Yeah. Il fait beau, c'est le temps d'aller à la pêche. J'aime bien leur façon de penser. C'est nous qui sommes un peu bizarres. Ouais. Mais, victime de notre système. Mais tu sais, t'as une grosse équipe, t'as les hélicos, c'est 120, je pense 10 000, 12 000 piastres par jour que ça nous coûtait. My God. Juste c'est très cher, hein, les opérations dans l'Arctique. Le drum de fuel, là, quand il arrive dans le camp, il vaut 1500 $. Parce qu'il y a quelqu'un qui l'a mis dans le drum, qui l'a livré au bateau. Le bateau a monté jusque là. Quelqu'un d'un forklift sort le drum, le transporte. Il est storé pour 6 mois. L'été arrive, l'été prochain arrive. Là, on peut juste en mettre 7 drums dans un twin. Puis le twin, c'est 3000 $. Hein? Donc, le twin, on parle de... Le Twin Otter. Twin Otter, OK. Donc, il a fallu prendre un Twin Otter puis transporter les 7 drums, 7 à la fois. Ça a pris 4 jours.
My God. 30 personnes, ça mange, hein? T'as 30 personnes qui travaillent physiquement, Ouais, puis qui ça ont faim. mange. Donc, on avait un avion par semaine qui nous emmenait de l'épicerie. On avait un objectif. On a atteint notre objectif. On a produit 16 cartes. Tous les étudiants, ou presque, qui travaillaient dans le camp, ils faisaient des maîtrises et des doctorats. Donc, c'était pas juste des gens qu'on engageait pour l'été comme assistants, c'était des gens qui faisaient leur thèse sur les roches qu'on examinait, puis qui s'entraidaient, puis c'est devenu comme des frères. Ils sont revenus les 2 étés, toute la gang. Donc, la deuxième été était super efficace. Ils connaissaient les roches, pas besoin de les former sur toutes. Ils se connaissaient déjà, ils travaillaient déjà bien ensemble. C'est la prochaine génération. Une bonne atmosphère, travail d'équipe, travail intéressant, l'aventure en même temps. Fait que c'est la prochaine génération dans les deux sens. Eux, dans leur communauté, tu as 2 jeunes qui vont être inspirés par des scientifiques, puis de votre bord aussi, c'est la prochaine génération. Donc, ces gens-là, les filles, c'était toutes des filles qui ont fini premier. Parce que les filles travaillent plus fort que les gars. C'était très harmonieux. Hein? On a eu bien du fun avec eux autres, puis t'as fine. Puis, super. On espère qu'ils ont dérivé quelque chose de tout ça. Là. Ouais, aujourd'hui, toi, tu peux pas garder contact. Il y en a une qui disait qu'il voulait faire des études collégiales, mais je pense qu'elle a rencontré un gars. Puis, OK. Elle a fondé une famille. C'est ça. C'est ça, il faut faire là-bas aussi. Dans leur culture, beaucoup de cultures de Premières Nations, les rêves sont très importants. Oui. Puis quand ils ont un rêve qui les dérange, souvent, ils vont s'éloigner pour s'éloigner du village, pour pouvoir rêver plus clairement. Parce que quand il y a trop d'humains, ça pollue l'ambiance, puis ça t'empêche de connecter avec les esprits de la Terre. Quand tu passes des mois en région isolée, dans une tente à 2, la pollution humaine, il n'y en a pas bien. Donc, après un mois ou 2, là, tu sens le vibe de la Terre. C'est vraiment bizarre. Les distances sont bizarres. Tu penses que c'est proche, c'est pas proche, c'est loin. C'est comme si la Terre, the land plays tricks on you. Ah ouais. Puis t'arrives là, puis t'es complètement dépaysé. Tu t'as jamais vu un décor comme ça. Là. Oh c'est pas la première fois que je vais là. Non, pour toi, là, mais je veux dire, ça... au-delà de t'habituer... C'est un paysage sauvage... À part la géologie, est-ce que le terrain parle? Je veux dire, l'ambiance spirituelle. Il y a des places qui sont plus dramatiques que d'autres, là, mais quand je t'en ai déjà montré des photos de Tu as pris des belles photos, sérieux, tes photos sont vraiment belles. Là. Donc, tu es dans une belle place, il y a des animaux sauvages partout, l'environnement est naturel, complètement naturel. Ouais. Et puis, tu te fais dropper en hélico, tu fais une marche de 5 à 10 km en regardant les roches, collectes des échantillons, tu te fais ramasser, tu reviens le soir, tous tes chums. Là, on travaille en soirée à faire l'entrée de données un peu. Mais les gens jouent aux cartes, ils jouent des jeux. On s'est bien amusé. Il faut s'occuper. Mais tes photos, tu devrais faire quelque chose avec. Tu as vraiment des belles photos. Ça, c'est de la Innocent Gun. C'est Oak Aged Beer. C'est différent. Elle est vraiment bonne. Moi, là, j'ai bu ça il y a quelques années. J'ai acheté au LCBO en Ontario parce que c'est pas la même. Au Québec, c'est la SAQ, puis en Ontario, c'est LCBO. Puis eux, je la cherchais depuis que j'en avais bu. Très intéressant. Ah, elle est vraiment bonne. Là. C'est toute une bière. Là. Dès que j'en vois une, là, j'ai sauté dessus. Est-ce que c'est encore la quête de l'alchimiste pour créer de l'or? Qu'est-ce qui se passe là? Ah, ça, c'est des banques. C'est les banques, c'est ça, hein? C'est ça qu'ils font, hein, parce que la spéculation, c'est ça. Tu crées de l'or avec rien. Ouais. Mais ça, c'est fascinant comment que l'alchimie, qui était une espèce d'expérience spirituelle, a amené à plein de sciences. Là. Non, je suis pas fort sur l'alchimie. Non, moi non. C'est pas une science, là, pantoute. Là. Mais ça l'a amené... Newton était alchimiste. Ben oui. Lui, il croyait là-dedans, là, dur comme fer. Ouais. Mais garde, la science de la chimie était tellement rudimentaire à cette époque-là. Il pouvait pas. Ça a développé malgré l'époque victorienne puis la religion, mais c'est vrai, Newton, lui, était un recluse qui restait dans son sol puis qui faisait son affaire. Puis... il comprenait pas les atomes, les électrons, il savait pas ce que c'était. Le tableau périodique, t'as pas.
Eux autres croyaient encore aux 4 éléments des Grecs, là, le feu, la terre, l'eau, puis le vent. Ben, regarde. Yeah. Ben, il y avait le mercure, il y avait certaines choses. Là, mais... Ben, les Grecs avaient développé une théorie atomique. Je pense que c'est Démocritus. OK. Il y avait l'hypothèse il y avait des atomes. Oui, c'est vrai. Puis ouais, que chaque élément était un atome différent. Ça, il y en a des affaires qui sont perdues à cause des guerres, puis les Romains, puis les guerres entre les... Ben, quand l'Empire romain s'est effondré, toute cette philosophie-là était presque perdue. C'est les Arabes qui ont transcrit la grande partie des écrits gréco-romains. Parce qu'il y avait une société qui respectait le savoir et la connaissance. Contrairement à Charles Martel. Ouais. Ouais, lui, c'était pas de sauver c'était Charlemagne, dans le fond, après, qui avait essayé de rééduquer l'Europe, mais sinon, c'est vrai que c'était les musulmans, c'était à l'époque, il y avait des scientifiques, eux autres, puis ouais. c'était important, il y avait des librairies, ils ont transcrit ces choses-là, que tout ce qui était perdu dans l'Europe a été sauvé là. La plupart des textes classiques viennent de sources arabes. Les autres, c'est la proximité avec la Grèce qui sont allés chercher ces... Eux, ils ont conquis l'Empire byzantin à 90%. Là. Donc, ils ont tous hérité des bibliothèques classiques de l'Asie mineure et du Moyen-Orient. Ouais. Les Phéniciens, puis les gens qui vivaient en Asie mineure, c'était des Grecs. Mais c'est le même principe aujourd'hui, dans le fond, les guerres avec Trump aujourd'hui, ou tout ce qu'on fait, tout l'Empire américain, c'est le même principe que les Romains. Puis ça m'étonne qu'on n'ait pas été en mesure de tu sais, la richesse intellectuelle de la société ne veut pas promouvoir l'histoire comme étant un outil pour vraiment se connaître puis essayer de mettre en contexte socialement, historiquement, c'est quoi les erreurs qu'il ne faut pas faire. Les Romains, eux autres, sont tombés justement à cause de ça. Ils ont voulu investir dans l'armée puis ils ont perdu leur... regarde, il y avait un système complètement pourri, monarchique. Mais c'était quand même sophistiqué. Là. Il y avait toutes les gradations, comment gouverner l'Empire. Mais au début, ça allait mal. Les premiers empereurs, ils saccageaient leur province. C'était épouvantable. Avant l'Empire, les derniers sursauts de la République, qui est tombé avec Jules César, okay. Les dernières années, c'était des guerres civiles, puis la corruption, comme tu peux pas imaginer. Là. Ils envoyaient des gouverneurs, puis leur but, c'était de voler, puis extorquer tout l'argent qu'ils pouvaient. Puis il y a une histoire, à un moment donné, dans le coin de l'Albanie, où ils recrutaient des soldats, puis parce que les gens ne pouvaient pas payer leurs taxes, il avait ordonné aux soldats de prendre les gens du village en esclavage, puis les vendre. Puis c'était leurs femmes puis leurs enfants. My God. Okay? Donc, il ordonnait aux soldats d'aller piller le village, puis vendre leurs propres femmes et enfants en esclavage. Il y a eu une révolte. Puis, tu sais, les Romains, ils trouvaient ça rien que normal. Là. Ouais. Ah, c'est... Tu sais, il y avait un trou dans le cœur, ce monde-là. Ben, c'était des truands, dans le fond, au départ. Là, quand Romulus Remus, puis là, ils ont voulu aller chercher des femmes du peuple voisin pour pouvoir... Regarde, ils jouaient de la belle dure dans ce temps-là. C'était... Il n'y a pas grand monde qui était gentil. Ouais, ça devait être assez épeurant, habiter à cette époque-là. Là. Tous ceux qui étaient myopes ou qui étaient nés avec un disability, eux autres, ils étaient foutus, j'imagine. Il y avait tendance à ne pas se reproduire. Ouais, il y a ça aussi. Sauf quand tu étais dans la famille de l'empereur. Exact, ouais. Alright, ben ça fait un bon bout qu'on parle, puis j'apprécie vraiment que tu aies pris le temps de venir me jaser. Je veux dire, probablement, si on calcule la région de Québec, t'es probablement dans le top 5 de personnes les plus intéressantes à jaser. Non, je veux pas trop t'envoyer de fleurs, là, mais sérieux, man, j'apprécie vraiment te jaser à chaque fois que... C'est la bière qui parle. C'est la bière qui parle. Non, mais à chaque fois que je te parle, je suis comme, wow, man, it's mind-boggling. Brain is expanding. Ma matière grise en ébullition. Brain hurts. Merci beaucoup, Jean Bédard, d'avoir été là. Merci vraiment. Salut, Eric. Merci.